Carl Jung, Dialectique du moi et de l'inconscient, chapitre 1, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Les éléments psychologiques qui existent dans un être à son insu et dont la somme compose ce que nous appelons l'inconscient, ces éléments, selon la théorie freudienne, on le sait, seraient uniquement constitués par des tendances infantiles. Celles-ci, en raison de leur caractère d'incompatibilité avec les facteurs conscients du psychisme, se trouvent refoulées. Le refoulement est un processus qui s'insinue et s'institue dès la prime enfance. Il est comme l'écho intérieur qui répond à l'influence et à l'imprégnation morale exercée par les proches, et il dure tant que dure la vie. Grâce à l'analyse, les refoulements seront supprimés, et les désirs refoulés seront rendus conscients. Selon la théorie freudienne, l'inconscient ne renfermerait donc, pour ainsi dire, que des éléments de la personnalité qui pourraient tout aussi bien faire partie du conscient et qui, au fond, n'en ont été bannis, n'ont été réprimés que par l'éducation. Assurément, dans certaines perspectives et selon la façon dont on aborde ces sphères de l'humain, les tendances infantiles de l'inconscient sont celles qui surgissent avec le plus de relief. Il n'en serait pas moins faux, en partant de cette première constatation, de prétendre définir en toute généralité l'inconscient et de prétendre l'apprécier, le jauger une fois pour toutes. L'inconscient a aussi d'autres aspects, d'autres dimensions, d'autres modes d'existence. Dans sa sphère s'inscrivent non seulement les contenus refoulés, mais aussi tous les matériaux psychiques qui n'ont pas atteint, quoiqu'existant, la valeur, l'intensité qui leur permettrait de franchir le seuil du conscient. Or, il est impossible d'expliquer par le seul mécanisme du refoulement pourquoi tous ces éléments restent au-dessous du seuil du conscient. Si le refoulement était le seul mode d'action, la suppression des refoulements devrait conférer à l'homme une mémoire phénoménale, à l'abri de l'oubli. Le refoulement, comme principe directeur, conserve donc toute son importance, mais il n'est pas le seul mécanisme intrapsychique à l'œuvre. Outre les matériaux refoulés se trouvent dans l'inconscient tous les éléments qui, n'étant plus maintenus par une tension psychologique suffisante dans le conscient, ont glissé d'eux-mêmes à nouveau sous son seuil, et en particulier toutes les perceptions sensorielles subliminales. De plus, nous savons, tant par une expérience abondante et irréfutable que par des considérations d'ordre théorique, que l'inconscient recèle aussi les matériaux psychologiques qui n'ont pas encore acquis le niveau et la dignité du conscient. Ce sont les germes de contenu dont certains seront ultérieurement conscients. Enfin, nous avons tous motif de supposer que l'inconscient ne se cantonne en aucune façon dans l'immobilisme, le repos, synonyme d'inactivité. Au contraire, il y a lieu de penser qu'il est sans cesse occupé à brasser ses contenus, à les grouper et à les regrouper. Ce n'est que dans les cas pathologiques que cette activité, en soi normale et nécessaire, prendrait des allures d'indépendance et des prétentions d'autonomie, ou même qu'elle s'exercerait totalement dénouée et coupée du conscient. Tant qu'elle demeure à l'intérieur des latitudes du normal, nous devons nous représenter l'activité de l'inconscient comme coordonnée au conscient, avec lequel elle entretient en particulier des rapports essentiels de compensation. Il est probable que tous ces contenus, dans la mesure où ils ont été déposés par un vécu individuel, dont ils marquent les acquisitions, sont de nature personnelle. Comme l'existence personnelle est limitée, le nombre de ces acquisitions, déposées dans l'inconscient, doit l'être aussi. C'est ce qui a donné à penser que, par l'analyse, on pourrait parvenir à un épongement de l'inconscient, et c'est ce qui a fait tenir pour possible
d'établir un inventaire complet de ces contenus. L'inconscient, a-t-on pensé, ne pourra alors plus rien produire d'autre ou de nouveau qui n'ait déjà donné lieu à une prise de conscience et qui ne soit ainsi déjà connu et accepté par le conscient. L'esprit engagé dans cette voie, l'on était également amené à conclure que la production psychologique inconsciente se trouverait paralysée du fait que le refoulement, une fois supprimé, on pourrait éviter et l'infiltration et l'abaissement de niveau de contenu conscient dans l'inconscient. Or, comme l'expérience nous le montre surabondamment, toutes ces attentes ne se trouvent point vérifiées et confirmées par les faits, et elles ne sont pratiquement réalisables que dans une faible mesure. Par exemple, nous invitons nos malades, avec la plus grande insistance, à garder dorénavant présents à l'esprit des contenus mentaux qui, précédemment refoulés, se trouvent, grâce à l'analyse, à nouveau associés au conscient. Et nous demandons à chacun d'accorder à ceux-ci, dans le plan de son existence, la place qui leur revient. Or, comme nous pouvons nous en convaincre plusieurs fois par jour, cette façon de procéder n'a pas sur l'inconscient l'effet escompté. L'inconscient continue imperturbablement à créer ses rêves et ses fantasmes, alors que ceux-ci, à en croire la théorie fondamentale de Freud, devraient tarir, puisqu'ils sont censés provenir de refoulements personnels qui ont déjà été défoulés. Si en pareil cas, on pousse l'observation de façon systématique et sans préjugés, on découvre bientôt des matériaux qui, certes, ressemblent, pour ce qui est de la forme, au contenu personnel précédemment rencontré, mais paraissent aussi recéler des allusions qui dépassent les plans personnels. Pour illustrer ce qui précède, voici l'exemple d'une malade dont le souvenir m'est demeuré très vif. Elle présentait une névrose hystérique de gravité moyenne, tenant essentiellement à ce que l'on appelait alors, il y a 30 ans, un complexe paternel. On voulait signifier par là qu'une relation singulière, un rapport inhabituel, existait entre le malade et son père, lui mettait des bâtons dans les roues et était la source, sur le chemin de son développement, de toutes sortes d'obstacles. Elle avait vécu en très bonne entente avec son père décédé entre-temps. Leur relation avait été des plus affectueuses et s'était déroulée surtout sur le plan du sentiment. J'ai constaté que de telles circonstances suscitent souvent un développement privilégié des fonctions intellectuelles, l'intellect devenant alors la fonction principale, celle qui est utilisée avec prédilection pour prendre contact avec le monde et s'adapter à lui. Tel fut bien le cas de notre malade qui entreprit des études de philosophie. Tout se passait comme si son ardent besoin de connaissance se fût transformé en un levier qui eût dû lui permettre de surmonter les liens sentimentaux excessifs qui l'attachaient à son père et de s'en libérer. Une telle opération peut réussir si, sur le nouveau plan institué par l'intellect, le sentiment trouve à s'exercer, peut devenir actif, par exemple quand sur ce nouveau plan de vie s'établit une relation à l'égard d'un homme valable et approprié, relation qui soit équivalente sur le plan du sentiment à celle qui existait précédemment avec le père et qui la remplace efficacement. Mais dans le cas de notre malade, cette transition ne parvenait pas à s'établir, son affectivité restant comme en suspens, en équilibre incertain entre d'une part son père et le passé, et d'autre part un homme nouveau qui ne lui convenait qu'à demi. Bloqué dans cette situation, paralysé un peu comme l'âne de Buridan, la marche en avant de son existence se trouva naturellement arrêtée, et il s'établit alors en elle cette désunion intime si caractéristique de toute névrose. En pareille occurrence, l'être réputé normal est en général capable, au prix d'un sursaut violent de sa volonté, d'agir et de rompre, par un moyen ou un autre, la chaîne de sentiments qui l'entravent. Ou encore, ce qui est plus fréquent, il glisse inconsciemment sur la pente savonneuse de l'instinct, franchissant ainsi le pas sans même souvent se rendre compte de quel conflit il fut le théâtre, conflit dont il n'aura aperçu que quelques migraines ou tout autre malaise physique. Mais il suffit d'une faiblesse de l'instinct fût-elle légère et qui peut relever de bien des causes,
pour empêcher une transition inconsciente, un passage sans anicroche. Il s'ensuit un piétinement et le progrès évolutif de la vie sombre dans un conflit qui engloutit les dynamismes. Le calme plat, l'immobilisme et la grisaille de l'existence qui en résulte sont synonymes de névrose. En effet, l'arrêt de l'évolution de la vie détermine un barrage et un reflux de l'énergie psychique qui déborde alors dans les directions à première vue les plus inattendues et les plus incohérentes. Par exemple, le sympathique va se trouver trop intensément innervé, ce qui crée des troubles nerveux de l'estomac ou de l'intestin. Ou bien ce sera le parasympathique, et avec lui le cœur qui battra la chamade. Ou encore surviendront des réminiscences ou des fantasmes qui, apparemment dépourvus de tout intérêt, deviennent prévalents et se mettent à envahir et à obséder le conscient. D'une puce on fait un éléphant, etc. Dans une pareille impasse, il ne faudra rien de moins qu'une motivation extérieure ou l'apparition d'un thème nouveau pour rompre le pseudo-équilibre maladif dans lequel le malade se trouve enfermé. C'est la nature elle-même qui, indirectement et inconsciemment, acheminera vers un dénouement, au sens littéral du mot, grâce à ce que Freud a appelé le phénomène de transfert, c'est-à-dire que dans le cours du traitement, en effet, notre malade reportera l'image du père sur le médecin, faisant ainsi de lui un semi-père. Mais dans la mesure où, en même temps, il continuait à ne pas être le père, elle en faisait aussi un équivalent de l'homme aimé qu'elle ne parvenait pas à atteindre. Ainsi, le médecin était assimilé en quelque sorte au père et à l'homme aimé. En un mot, il devint l'objet du conflit. Les éléments contradictoires se réunissaient en lui de façon figurée, et c'est pourquoi il incarna dorénavant aux yeux de la malade une solution quasi idéale de son conflit. De telles circonstances attirent sur le médecin, de façon d'ailleurs bien involontaire, cette surestimation totalement incompréhensible pour un témoin extérieur à la situation, et le font apparaître aux yeux du patient comme un rédempteur ou comme un dieu. Cette métaphore est moins ridicule qu'elle ne le semble, car en fait, incarner à la fois aux yeux d'un être le Père et le bien-aimé, c'est un peu beaucoup pour un seul homme. Personne à la longue n'y parvient, précisément parce que cela comporte trop d'exigences, à la fois simultanées et contradictoires. En fait, il faudrait être au moins un demi-dieu pour pouvoir assumer sans défaillance un pareil rôle, qui suppose qu'on soit constamment celui qui donne et gratifie. Cette solution toute provisoire apparaît d'abord idéale au malade en état de transfert. Mais avec le temps, elle détermine elle aussi un arrêt de la vie et un piétinement qui se révèle rapidement aussi grave et préjudiciable que le conflit névrotique initial. En somme, rien n'a encore été fait dans le sens d'un véritable dénouement, le conflit simplement déplacé, reporté, projeté, ayant fait, autrement dit, l'objet de ce qu'on a appelé un transfert. Toutefois, un transfert réussi peut faire disparaître, au moins de façon temporaire, tout le tableau symptomatique de la névrose. C'est pourquoi, de façon parfaitement légitime, Freud a discerné dans le transfert un facteur thérapeutique de première dignité. C'est un état simplement provisoire et transitoire, de bon présage, annonciateur de possibilités de guérison, sans être lui-même en soi la guérison. Cette digression un peu circonstanciée m'a semblé indispensable pour faire comprendre mon exemple. Ma malade était en plein transfert et avait atteint cette limite supérieure de tolérance où l'arrêt et le piétinement qu'entraîne la fixation commencent à devenir désagréables. De sorte que nous nous heurtions à la question suivante. Et maintenant, que faire pour continuer à aller de l'avant ? Naturellement, dans l'esprit de ma malade, j'étais devenu pour elle au suprême degré son sauveur, et l'idée qu'elle pourrait devoir me quitter, se passer de moi, m'abandonner, lui semblait non seulement insupportable, mais effrayante. En pareille situation,
le bon sens a l'habitude d'appeler à la rescousse tout l'arsenal du répertoire et toutes les locutions du genre « tu devrais, c'est tout simple »,« tu vois bien qu'il te faut »,« tu ne peux donc pas », etc. Dans la mesure où le saint bon sens n'est heureusement ni par trop rare ni par trop inefficace, je sais qu'il existe des pessimistes, il peut se faire qu'une motivation raisonnable, en cet état de transfert dispensateur de bien-être, déclenche un tel enthousiasme chez le patient qu'il accepte de risquer, grâce à une décision énergique de sa volonté, un sacrifice douloureux. Si cette opération réussit, et en fait une telle opération réussit parfois, le sacrifice assumé aura pour fructueux résultat que le sujet, qui était jusqu'alors un malade, bascule soudain en quelque sorte dans un état où il est pratiquement guéri. Le médecin en général se trouve si satisfait et si joyeux de ce petit miracle que les considérations et les réserves théoriques que celui-ci pourrait susciter sont délibérément écartées de son esprit. Quand ce sursaut de raison, véritable rétablissement à la force du poignet ou saut dans l'inconnu, ne réussit pas, et ma malade ne put s'y résoudre, on se voit confronté avec ce grave problème qu'impose le détachement du transfert. Sur ce point, la théorie psychanalytique freudienne s'entoure de grandes obscurités. Il semble qu'on s'en remette à une ténébreuse croyance en la destinée. D'une façon ou d'une autre, les choses doivent s'arranger, rentrer dans l'ordre. Ça s'arrête tout seul quand la malade n'a plus d'argent, m'expliqua une fois un confrère quelque peu cynique. Ou bien ce sont les exigences inéluctables de la vie qui rendent impossible une perpétuation de cet état de transfert. Ces exigences imposeront alors le sacrifice auquel le malade n'a pu su consentir librement. Mais cela peut entraîner à l'occasion une rechute plus ou moins totale. Bien entendu, il ne faut pas chercher de description de pareils cas dans les livres dont le seul objet est l'encensement de la psychanalyse. Assurément, il est des cas sans espoir, où tout simplement rien n'agira, et où tous les efforts déployés seront inefficaces. Mais il est aussi des patients qui ne devraient pas demeurer embourbés dans l'ornière du transfert, dont ils doivent pouvoir sortir sans amertume et sans l'équivalent de l'amputation d'un bras, d'une jambe, c'est-à-dire sans le délabrement d'une partie d'eux-mêmes. Et précisément dans le cas de notre malade, je me suis dit qu'il devait exister une voie possible, claire et humainement digne, susceptible de la conduire au-delà de cette impasse et de l'expérience de celle-ci vers une intégralité et une conscience totale d'elle-même. Bien entendu, ma malade avait depuis longtemps épuisé ses moyens financiers, à supposer qu'elle en eût jamais possédé. Mais j'éprouvais la curiosité d'explorer et de connaître les détours et les labyrinthes qu'élierait la nature pour promouvoir un dénouement satisfaisant de la fixation, du piétinement et de l'arrêt dû au transfert. Comme je suis bien loin de m'imaginer détenir ce fameux bon sens qui prétend savoir exactement dans chaque situation embrouillée ce qu'il importerait précisément de faire, et comme ma malade était dans un embarras qui n'égalait que le mien, je lui proposai de considérer au moins ses frémissements, ses murmures, ces mouvements intérieurs provenant des sphères psychiques soustraites à notre intentionnalité et à nos prétentions de toujours posséder la science infuse. Il s'agissait donc en premier lieu de prêter attention à ses rêves et de les étudier. Les rêves renferment des images, des constructions et des enchaînements d'idées qui ne sont point fabriqués à grands coups d'intention consciente. Ils prennent naissance spontanément sans que le moi, c'est-à-dire la personnalité consciente, y contribue. Et ils constituent et expriment ainsi une activité psychique soustraite à l'initiative et à l'arbitraire du conscient. C'est pourquoi le rêve est un produit naturel de la psyché, une émanation dotée au suprême degré d'objectivité. On est donc en droit d'attendre de lui, à tout le moins, des allusions et des indications relatives à certaines tendances fondamentales intervenant dans le processus psychique en cours.
La vie psychique, dans son processus évolutif, comme tout processus vivant d'ailleurs, n'est pas simplement un déroulement conditionné de façon causale. Elle est aussi une démarche orientée vers une certaine fin à laquelle elle tend. La vie est aussi finalité. Elle présente un aspect téléologique. Dès lors, on est en droit d'attendre du rêve, qui n'est rien d'autre qu'une autodescription du processus psychique vital, des indices, d'une part sur l'enchaînement causal objectif, et d'autre part sur des tendances finalistes tout aussi objectives. En nous appuyant sur cette hypothèse de travail, nous nous mîmes, ma malade et moi, à observer ces rêves avec le plus grand soin. Rapporter intégralement tous les rêves qui apparurent alors nous entraînerait trop loin. Contentons-nous d'esquisser leurs principaux caractères. Les rêves, dans leur majorité, se rapportaient à la personne du médecin, c'est-à-dire que les acteurs en étaient incontestablement la rêveuse elle-même et le médecin. Mais ce dernier y apparaissait rarement sous son aspect réel. La plupart du temps, il était singulièrement défiguré. Tantôt, il avait une taille démesurée, tantôt il était vieux comme Hérode, tantôt il ressemblait au père de ma patiente, et il était alors étrangement mêlé à des éléments de la nature, tels dans le rêve suivant. Le père de la malade, qui était en réalité de petite taille, se trouvait avec elle sur une colline couverte de champs de blé. Comparée à lui qui semblait un géant, la rêveuse était toute petite. Il la prit dans ses bras et la porta comme un petit enfant. Le vent souffla sur les épis, et le père la berça au rythme des blés ondoyants sous la brise. Des rêves de cette nature nous apprirent plusieurs choses. J'eus tout d'abord l'impression que l'inconscient de ma malade continuait de façon inébranlable à faire de moi un père amant, ce qui, une fois de plus manifestement, confirmait de la façon la plus expresse la fixation catastrophique qu'il s'agissait de dénouer. Ensuite, on ne pouvait pas ne pas voir que son inconscient soulignait de façon toute particulière la nature surhumaine, quasiment divine, dudit père amant, ce qui donnait encore plus de relief à la surestimation qu'entraînait le transfert. Pour finir, je me demandais donc si la malade ne percevait toujours pas l'irréalité fantastique de son transfert, et si en fin de compte, l'inconscient ne demeurait pas réfractaire à toutes les tentatives de compréhension, continuant aveuglément et avec la plus parfaite stupidité à courir après une chimère impossible et insensée. La pensée de Freud selon laquelle l'inconscient ne sait que désirer, celle de Schopenhauer relative à la volonté originelle aveugle et errante, l'image du démiurge gnostique qui, dans sa vanité, se croyant parfait, continue de créer, aveugle et borné, des œuvres lamentablement imparfaites, tous ces soupçons pessimistes m'assaillirent, et je fus entraîné à me demander si le fond même du monde et de l'âme n'a pas essentiellement un aspect négatif. Dans une telle éventualité, il ne serait resté rien d'autre qu'à se rabattre sur le sage conseil « Tu dois, il te faut », accompagné d'un bon coup de hache qui eût anéanti à jamais tous ses fantasmes et toutes ses chimères. Mais laissant à nouveau défiler dans mon esprit cette série de rêves et méditant sur leur portée possible, une autre signification se présenta à mon esprit. Je me dis, il est indéniable que les rêves continuent à broder sur les mêmes thèmes et à nous rebattre les oreilles des métaphores qui ne nous sont que trop connues à ma malade et à moi. Or, autre fait indéniable, la malade comprend indubitablement, au moins dans son conscient, l'aspect fantastique de son transfert. Elle se rend compte que j'apparais dans ses nuits sous la forme semi-divine d'un père amant, et elle est en état, au moins intellectuellement, de discerner cette image onirique qui la hante de ma réalité concrète. Les rêves répètent manifestement ces contenus conscients, à ceci près, et c'est l'essentiel, qu'ils y sont dépouillés de toute la critique qui s'exerce dans le conscient, critique à laquelle les rêves se ferment opiniâtrement. Les rêves, dans ce cas, répètent donc les contenus conscients,
mais en les amputant d'une partie de leur totalité et en substituant la perspective fantasmatique aux exigences du bon sens. Je me demandais naturellement d'où venait cette obstination, cette persistance, cette persévération, et à quoi visait pareille opiniâtreté. J'avais la ferme conviction qu'elle devrait relever de quelque signification finale, puisqu'il n'est d'objet vivant qui soit dépourvu de finalité, ou qui, en d'autres termes, se trouve suffisamment expliqué si on ne voit en lui que des survivances de données antérieures. Or, l'énergie inhérente à ce transfert était d'une telle intensité qu'elle donnait l'impression de n'être rien de moins qu'un instinct vital. Quel pouvait donc être le but de semblables fantasmes? En me remettant avec le plus grand soin face à ces rêves pour les analyser, notamment celui que j'ai rapporté, force me fut de constater une tendance formelle à parer la personne du médecin d'attributs surnaturels, tout à l'opposé de la critique consciente qui cherchait à la ramener à des proportions humaines, et à voir en lui un être de taille gigantesque, vieux comme le monde, plus grand que le Père, comparable au vent qui frôle la terre. Les rêves ne voulaient-ils pas tout simplement, en dépit du paradoxe que cela constituait, diviniser le médecin? Et dès lors, la lumière se fit dans mon esprit. Les choses n'étaient-elles pas à l'inverse de ce que nous avions pensé jusque-là? L'inconscient ne tentait-il pas de créer de toutes pièces un Dieu à partir de la personne du médecin, de libérer et d'abstraire en quelque sorte une image, une conception du divin dégagée des voiles personnels du concret et de l'individuel? À ce point de mes réflexions, il m'apparut tout à coup que le transfert sur la personne du médecin semblait bien n'être qu'un malentendu, une fausse cristallisation du conscient, une sotte plaisanterie du fameux bon sens. L'inconscient dans son impulsion ne tendait-il qu'en apparence et au sens strict des mots pour la forme vers une personne humaine, alors qu'en fait il tendait à trouver un Dieu? Une passion jaillissant de la nature instinctive, la plus vierge, la plus obscure, la plus profonde, serait-elle donc déchaînée par le besoin, la faim d'un Dieu? Et cette passion peut-elle être plus forte et plus impérieuse que l'amour pour un être humain? Est-ce là le sens suprême et le plus authentique de cet amour inadéquat que l'on appelle transfert? Ne rencontrons-nous point là une composante de cet amour de Dieu véritable qui depuis le XVe siècle a disparu de la conscience occidentale? Personne ne révoquera en doute la réalité du désir ardent, de la concupiscence passionnée qui porte un être de chair vers un autre être, mais que dans le cadre de la consultation médicale surgisse brusquement une vivante réalité qu'incarnerait la figure prosaïque du médecin, un thème de psychologie religieuse tombé depuis longtemps dans l'histoire, pour ainsi dire une curiosité datant du Moyen-Âge, que l'on songe par exemple à Mechtilde de Magdebourg, ce rapprochement, cette trouvaille, semble d'abord trop inattendue, trop fantastique pour qu'on les prenne au sérieux. Cependant, une attitude vraiment scientifique doit s'efforcer de surmonter les préjugés, et le seul critère de la validité d'une hypothèse, c'est sa valeur d'explication. La question est donc de savoir si la possibilité que nous venons d'entrevoir peut être considérée comme une hypothèse valable. A priori, on ne distingue pas de motif qui exclurait que les tendances inconscientes endormies dans un être puissent reconnaître un but auquel elles aspirent, et qui serait situé par-delà la personne humaine. Cette hypothèse me semble aussi plausible que celle selon laquelle l'inconscient ne peut que désirer. Seule l'expérience doit décider, et de façon souveraine, laquelle de ces hypothèses est la mieux fondée. Ma malade, esprit très critique, n'arrivait pas à se familiariser avec mon hypothèse, car notre interprétation antérieure, selon laquelle j'étais son père amant, et à ce titre l'incarnation idéale,
la solution rêvée de son conflit exerçait sur son sentiment une attirance beaucoup plus grande. Néanmoins, ses facultés de pensée étaient assez affirmées, son entendement suffisamment clair pour qu'elle puisse envisager la possibilité théorique d'une telle hypothèse. Pendant que ses rêves continuaient à hypertrophier la personne du médecin et à le désincarner en des proportions toujours plus inaccessibles, parallèlement et en liaison avec ce processus, apparut un phénomène nouveau que seul au début et à mon grand étonnement, je discernais et qui en quelque sorte évidait et sapait de façon souterraine son transfert. Quoique dans son conscient ma patiente restât toujours cramponnée et agrippée à son transfert, je constatai que ses relations avec un de ses amis s'approfondissaient à vue d'œil, et lorsque vint le moment de notre séparation, celle-ci ne provoqua en aucune manière un désastre. Nos adieux furent très raisonnables. Ainsi, j'avais eu le privilège d'être le seul témoin de ce processus de détachement progressif et de liquidation du transfert. J'avais pu constater comment, à partir d'un point de mire transpersonnel, s'était cristallisée, développée, affirmée une fonction que je ne puis appeler autrement que fonction dirigeante, et qui, pas à pas, attira à elle et assuma tous les éléments de surestimation personnelle dont j'étais précédemment le réceptacle. Ce retrait des projections conféra petit à petit à la fonction devenue dirigeante un flux, un apport d'énergie tel qu'elle prit, sans que ma malade s'en rendît clairement compte, de plus en plus d'ascendant sur le conscient réfractaire. Cet exemple, à côté de beaucoup d'autres, me montre que les rêves ne sont pas de simples et vains fantasmes, mais qu'ils sont l'auto-représentation de développements inconscients qui permettent à la psyché du sujet de mûrir lentement, de grandir et de dépasser le caractère inadéquat de certaines liaisons personnelles. Comme j'ai essayé de le montrer, le changement dans l'état d'esprit de ma malade fut catalysé par l'apparition dans son inconscient d'un point de mire transpersonnel. Celui-ci constituait en quelque sorte un but virtuel. Il s'exprimait symboliquement sous une forme que l'on ne peut que dénommer image ou concept de Dieu. Pour lui donner vie, les rêves de la malade n'hésitèrent point à défigurer la personne humaine du médecin et à lui conférer des proportions supra-humaines, à en faire un géant, un père vieux comme le monde, qui est aussi le vent, et dans les bras duquel elle reposait, bercée comme un bébé. Si, à titre d'objection, on voulait chercher l'origine de l'image de Dieu telle qu'elle apparut en rêve à ma patiente, dans la représentation consciente qu'elle-même, élevée chrétiennement, s'en faisait, la déformation subie saute tout de suite aux yeux. En matière religieuse, notre malade avait une attitude critique et agnostique. Sa représentation d'une entité divine possible avait depuis longtemps atteint à la sphère de l'irreprésentable, c'est-à-dire à la plus totale abstraction. Or, dans le rêve, au contraire, l'image de Dieu correspond à la représentation archaïque d'un génie de la nature, d'un Wotan par exemple. La formule « Dieu est esprit » se trouvait retranscrite dans sa forme grecque originelle, où l'esprit est exprimé par le mot pneuma, qui signifie le vent, ce qui nous amène à l'image suivante. Dieu est le vent, un souffle invisible, plus puissant et plus fort que l'homme. De même qu'en hébreu, le mot arabe « ruh » signifie respiration et esprit. Ainsi, les rêves, par-delà une forme personnelle, insistent sur une image archaïque de Dieu qui est aux antipodes de la notion conceptuelle et consciente. Certes, on pourrait objecter qu'il s'agit simplement d'une image puérile, réminiscence de l'enfance. Je serais même en faveur de cette supposition s'il avait été question, par exemple, d'un vieillard vénérable, assis au ciel sur un trône doré. Or, précisément, il ne s'agit pas d'une telle sentimentalité, mais d'une évocation primitive qui ne peut correspondre qu'à une forme d'esprit archaïque. J'ai publié dans mon livre
Métamorphose de l'âme et ses symboles, un grand nombre d'exemples de ces images primitives qui tenaient lieu de conception. Elles incitent à procéder à une répartition des matériaux inconscients différente de la distinction habituelle en matériaux préconscients et inconscients ou subconscients et inconscients. Je ne veux pas ici discuter de la légitimité de ces répartitions. Chacune a certainement sa valeur et mérite d'être conservée. La différenciation particulière à laquelle l'expérience m'a contraint n'a que la prétention et la valeur d'exister et d'ouvrir une nouvelle perspective. De ce qui précède découle la nécessité de distinguer dans l'inconscient en quelque sorte une couche, un plan que l'on peut dénommer l'inconscient personnel. Les éléments psychologiques, les matériaux qui y figurent, doivent être considérés comme de nature personnelle, dans la mesure où ils ont le caractère d'acquisition de l'existence individuelle. Corollaire, ils ont ce trait que par nature ils pourraient tout aussi bien être conscients. Certes, il est d'une part compréhensible que les facteurs psychologiques incompatibles avec les dominantes du conscient soient soumis au refoulement et qu'en conséquence, ils deviennent inconscients. Mais d'autre part, on conçoit la possibilité que ces mêmes contenus refoulés soient rendus conscients, puis maintenus dans le conscient dès qu'ils ont été dépistés et reconnus. Nous identifions des matériaux comme relevant de l'inconscient personnel à ce que leur provenance, leur apparition ou leur efficacité procèdent d'un lien quelconque avec le passé personnel du sujet. Ils sont partie intégrante de la personnalité. Ils appartiennent de façon nécessaire à l'inventaire de ces éléments constitutifs. Cela est si vrai et si important que lorsque ces éléments viennent à manquer dans le conscient, cette défaillance qui peut résulter des circonstances et des mécanismes les plus variés entraîne une sensation d'infériorité. Et cette infériorité n'a pas le caractère psychologique d'une déficience organique ou d'une infirmité congénitale. Elle a bien plus le caractère d'une carence, d'un vide, d'un manque qui engendre un sentiment dit d'infériorité et un ressentiment d'ordre moral. Un sentiment d'infériorité que le sujet éprouve douloureusement sur le plan moral indique toujours que l'élément manquant est un facteur qui, au fond, et pour le sentiment du sujet, ne devrait pas faire défaut. En d'autres termes, qu'il pourrait et devrait être conscient si le sujet s'en donnait la peine. Le sentiment d'une infériorité morale ne provient pas d'un désaccord avec la loi morale commune, qui dans certains sens est arbitraire, mais il provient du conflit de l'individu avec lui-même, avec son soi, qui réclame impérieusement, pour des motifs d'équilibre de la psyché, que soient comblés les déficits et les lacunes obscurément perçues, inconsciemment conscients. Chaque fois que surgit un sentiment d'infériorité, non seulement celui-ci indique l'exigence dans le sujet d'assimiler un facteur jusque-là inconscient, mais il indique aussi la possibilité de cette assimilation. En dernière analyse, ce sont les qualités morales d'un être qui l'amènent et l'obligent, soit directement par la connaissance et l'acceptation de la nécessité, soit indirectement à travers une névrose douloureuse, à assimiler son soi inconscient et à le maintenir conscient. Quiconque progresse sur la route de la réalisation de son soi inconscient rendra nécessairement conscient les contenus de l'inconscient personnel, ce qui élargira considérablement l'étendue, les horizons et la richesse de la personnalité. Soulignons tout de suite que cet élargissement concerne au premier chef la conscience morale et la connaissance de soi-même, car les contenus de l'inconscient que l'analyse libère et qui passent dans le conscient sont en règle générale tout d'abord des contenus désagréables, qui, comme tels, ont été refoulés,
Souvenirs, désirs, tendances, projets, etc. Ce sont des contenus que, par exemple, une confession générale, sincère, évoquerait de façon analogue, quoique dans une mesure bien moindre. Au-delà de ce que la confession peut apporter et livrer, c'est en général l'analyse des rêves qui permettra d'aller plus avant et plus profond. Il est souvent très intéressant de voir comment les rêves amènent au jour et rendent actuels les éléments les plus essentiels, point par point, morceau par morceau, en un choix souvent déconcertant de finesse, selon une sélection et une gradation éminemment subtiles. Tous ces éléments psychologiques, lorsqu'ils sont venus s'adjoindre au conscient, déterminent un élargissement considérable de l'horizon, une connaissance approfondie de soi-même. Il y aurait lieu d'en attendre que par excellence elle soit apte à susciter dans l'être de la modestie et susceptible de l'humaniser. Mais la connaissance de soi-même, elle aussi, dont tous les sages escomptent les meilleurs effets, agit diversement sur les différents caractères et selon ces caractères. On peut, au cours de la pratique analytique, faire à ce propos les constatations les plus singulières. Nous y reviendrons au second chapitre. Mais comme l'a montré mon exemple de la représentation archaïque de Dieu, l'inconscient semble détenir des éléments autres que les simples acquisitions de la vie personnelle. Ma malade était parfaitement ignorante et inconsciente de la filiation philologique ou du parallélisme existant dans l'allemand, sa langue maternelle, entre le mot esprit et le mot vent. Cette correspondance ne lui avait jamais été enseignée et ne lui était jamais venue à l'idée. Le passage qui s'y rapporte dans le Nouveau Testament lui était impénétrable car elle ne possédait pas le grec. Nous pourrions nous trouver, voudrait-on, à toute force qu'il se soit agi d'une acquisition personnelle, en présence de ce que l'on a appelé une cryptomnésie, c'est-à-dire du souvenir inconscient d'une pensée que la rêveuse aurait lue ou happée un beau jour par hasard. Je ne puis, dans le cas qui nous occupe, invoquer d'objection contre une pareille possibilité. Mais j'ai vu suffisamment d'autres cas, j'en ai publié un grand nombre dans les Métamorphoses de l'âme et ses symboles, où la cryptomnésie peut être exclue avec certitude. D'ailleurs, même si dans notre cas, il s'agissait d'une cryptomnésie, ce qui me semble bien improbable, il resterait encore à expliquer la disposition préexistante en vertu de laquelle précisément l'image en question fut sélectionnée et resta fixée pour être ultérieurement, selon l'expression de Semon, exforée. De toute façon, avec ou sans cryptomnésie, il s'agit d'une image authentique et profondément primitive de Dieu, qui se développa dans l'inconscient d'une créature moderne et qui exerça une efficacité vivante, une efficacité qui, du point de vue de l'histoire des religions, donne beaucoup à penser. Dans cette image, je ne discerne rien de personnel, c'est une image entièrement collective, dont l'existence ethnique nous est connue depuis longtemps, et nous sommes bien obligés de nous dire que cette image de Dieu, qui a une existence historique et une répartition universelle, s'est trouvée réformée et reconstituée par la psyché dans son fonctionnement naturel. Cela n'offre en soi rien de miraculeux puisque ma malade est venue au monde avec un cerveau humain qui fonctionne aujourd'hui probablement encore de la même façon que ceux des antiques peuplades germaniques. Il s'agit donc d'un archétype revivifié, selon l'expression que j'ai proposée ailleurs pour désigner ces images originelles. C'est le vieux mode de pensée primitif et analogique vivant encore dans nos rêves qui nous restitue ces vieilles images ancestrales. Il ne s'agit d'ailleurs point de représentation héritée, mais de structure congénitale qui polarise le déroulement mental dans certaines voies. En présence de tels faits, nous sommes bien obligés de supposer et d'admettre que l'inconscient détient non seulement des matériaux personnels, mais aussi des facteurs impersonnels, collectifs, sous forme de catégories héritées et d'archétypes. J'ai donc émis l'hypothèse que l'inconscient renferme, disons dans ses couches profondes, des matériaux collectifs
relativement vivant et agissant, et c'est ainsi que j'ai été amenée à parler d'un inconscient collectif.